C'est ici, au centre de la Norvège, au cœur d'un fjord profond entouré d'un somptueux paysage, que je suis née il y a plus de 1000 ans. Mes racines puisent dans les eaux d'un fleuve généreux et glacial, la Nidelva. Les hommes m'ont donné bien des noms au cours de ma longue existence. Désormais, ils m'appellent Trondheim. Capitale norvégienne de la technologie, je suis reconnue comme la 3e ville du pays, après Oslo et Bergen. Mon histoire est millénaire et mon futur prometteur. Fondée par de puissants seigneurs vikings, j'ai assisté à de nombreuses guerres et vu se succéder différentes civilisations qui ont toutes laissé une trace. J'ai été attaquée, ravagée par des incendies, détruite et reconstruite, mais je porte en héritage une architecture unique, où se mêlent la pierre, le bois, les couleurs vives, les styles gothiques, classiques et rococo. Cité des sacres, archevêché, haut lieu de pèlerinage, j'ai joué un rôle majeur dans l'histoire de mon pays, et nombre de figures légendaires ont foulé mon sol. Aujourd'hui, je suis un modèle de dynamisme et de modernité en Europe. Mais remontons à mes origines. Voici mon histoire. Sur ma place principale s'élève la statue du grand roi viking Olaf Tryggvason, l'une de mes personnalités emblématiques. Pendant longtemps, les historiens ont cru qu'il m'avait donné le jour à la fin du Xe siècle. Mais d'après de récentes découvertes, ma fondation aurait eu lieu bien avant son règne. Olaf Tryggvason est un roi très célèbre en Norvège et en Scandinavie. Il est le fils d'un seigneur viking et une fois adulte, il devient un grand guerrier, redouté par tous. Pendant longtemps, nous nous sommes fiés à des sources selon lesquelles c'est lui qui aurait fondé la ville de Trondheim. Il y aurait également fait bâtir sa résidence royale. Tout ça aurait eu lieu en 997 après Jésus-Christ. Mais nous savons désormais que la ville est plus ancienne. Olaf Tryggvason n'a pas fondé Trondheim. Les véritables fondateurs sont les Jarls de Lade. C'est avec eux que tout a commencé. Tout commence au IXe siècle. La Norvège est alors habitée par les Vikings, un peuple de puissants guerriers et navigateurs. Le pays est divisé en une multitude de petits royaumes où vivent des clans disparates. Avides de gloire, leurs chefs tentent d'accroître leur influence en s'implantant sur de nouveaux territoires. Mes terres n'y échappent pas. Un beau jour, des hommes ambitieux débarquent sur les rives de mon fjord dans le but d'y fonder une colonie. On les appelle les Jarls de Lade. Les Jarls de Lade viennent du nord de la Norvège. Ce sont des marchands extrêmement riches, qui vendent notamment des fourrures, de l'ivoire de morse et toutes sortes de produits typiques des régions arctiques, qui ont beaucoup de valeur sur le continent. Autour de l'an 900, ou quelques années avant, ils décident de quitter le nord du pays et de venir dans le centre. Ils s'installent alors dans le fjord de Trondheim. Vers 950, les Jarls de Lade créent un marché pour faciliter les échanges commerciaux qui ont lieu dans la région.
C'est à partir de là que la ville va se développer progressivement. Je suis donc né là, au creux d'une baie protégée des vents par les replis du fjord, dont la situation idéale augure un développement prospère. Peu à peu, je grandis, me développe et gagne en renommée. On me désigne par des noms différents, mais l'un d'eux sort du lot. Nidaros, la ville de l'estuaire. Les Vikings sont souvent dépeints comme de féroces guerriers, des pilleurs des mers qui mènent de violents raids à travers l'Europe, terrorisant les populations qui ont le malheur de croiser leur chemin. Mais cette vision est réductrice. Et la société qui s'est épanouie sur mes côtes est bien loin de ces clichés. Les Vikings sont d'excellents constructeurs de navires, ce qui leur permet de traverser la mer du Nord et de ramener toutes sortes de produits sur le continent pour les vendre. Il ne faut donc pas les voir uniquement comme de grands guerriers. Les Vikings sont de féroces combattants, certes, mais ce sont aussi des commerçants. La société viking qui s'est établie en Scandinavie était composée en grande partie d'agriculteurs et de pêcheurs. La plupart des gens vivaient en paix dans leurs fermes. Aujourd'hui, on évoque surtout les Vikings qui menaient des expéditions et des guerres, et beaucoup moins ceux qui restaient en arrière pour s'occuper de leurs fermes et qui se contentaient de vivre paisiblement leur vie. Mon territoire se part de maisons et de fermes en bois, le matériau de prédilection de mes habitants. On trouve des bâtiments de toutes les tailles. Certains mesurent plus de 30 mètres de long et peuvent accueillir une cinquantaine de personnes. À l'origine, les Vikings sont une société polythéiste qui révère le panthéon nordique. Odin, le père de toutes choses, Thor, le dieu du tonnerre, Freya, la déesse de la fertilité. Les divinités sont innombrables et les Vikings aspirent à les rejoindre au Valhalla, où seuls les valeureux guerriers sont admis après leur mort. Mais peu à peu, des seigneurs vikings abandonnent les anciennes traditions pour se convertir au christianisme. Dès lors, ils font tout pour propager leur nouvelle religion. Ce conflit spirituel s'ajoute aux multiples guerres qui ravagent le territoire. Les chefs et rois vikings se livrent des batailles sans merci pour agrandir leur royaume et ambitionnent de gouverner une Norvège unifiée. Autour de l'an 1000, un homme va bouleverser le cours de l'histoire et me permettre de jouer un rôle clé dans l'avenir du pays, Olaf Haraldsson. Né vers 995, il est le descendant d'une prestigieuse lignée. Son histoire nous est contée dans la célèbre saga des rois de Norvège, écrite au XIIIe siècle par l'historien Snorri Sturluson. Dès l'âge de 12 ans, Olaf participe à des expéditions vikings, d'abord dans la Baltique, puis en Angleterre et jusqu'en Normandie. Olaf, qui au départ est un viking, et qui, comme un très jeune homme, part en Europe comme viking. Et c'est là, en fait, qu'il rencontre le christianisme. Et il va devenir extrêmement riche également. Et il rentre en Norvège en 1015, après avoir été baptisé à Rouen, en France. Et il rentre en Norvège pour devenir roi. Et il va établir le christianisme comme la seule religion légale du pays. À cette époque, mon importance politique et stratégique s'est affirmée. J'accueille notamment de grandes assemblées où les rois vikings sont élus et couronnés. Olaf ne s'y trompe pas. Il fait de moi la capitale de son royaume et me façonne à son image. Le développement de Nidaros s'accélère avec l'arrivée d'Olaf Haraldsson.
qui fait bâtir une église et une résidence royale. Il réorganise toute la ville à partir du marché créé par les Jarls de Lade et en fait un véritable centre régional. Olaf Haraldsson accomplit le rêve de ses ancêtres et parvient à imposer son règne sur l'ensemble de la Norvège. Toutefois, il passe sa vie à se disputer le territoire avec Knut le Grand, roi du Danemark et d'Angleterre. Ce dernier est allié aux chefs païens qui défendent les vieilles croyances et veulent chasser Olaf du pays. Ce que fait Olaf lorsqu'il introduit le christianisme comme la seule religion légale, c'est qu'en fait, il enlève le choix de religion. Et c'est ça qui crée en fait la colère du peuple. Le roi Olaf va régner sur la Norvège pendant 12 ans d'une main de fer, et surtout après avoir introduit le christianisme comme cette seule religion légale, il devient très impopulaire et il est forcé de fuir le pays en 1028. Olaf Haraldsson se réfugie dans la cité russe de Novgorod et attend patiemment son heure. Durant l'été 1030, il réunit 3600 guerriers, traverse la Suède et gagne la Norvège. Il arrive alors à Stiklestad, où une grande bataille a lieu. Olaf est déterminé à récupérer son trône, mais l'armée adverse est supérieure en nombre. Un féroce combat se déroule toute la journée du 29 juillet 1030. Grièvement blessé, Olaf succombe dans la soirée. Son corps est ensuite emporté sur Méter pour y être enterré. Malgré sa défaite face aux partisans des cultes païens, la mort d'Olaf Haraldsson va favoriser la christianisation du pays et sceller mon destin. Beaucoup de gens se disaient qu'il serait trop respectueux de le faire enterrer. Ce qui se passe alors, c'est qu'il est enterré en secret, au bord de la rivière Nid, près de l'emplacement de la cathédrale actuelle à Trondheim. Et il reste à cet endroit pendant 1 an et 5 jours, une période dans laquelle on commence à parler du miracle qui se passe dans les alentours de la tombe. Et au bout donc, de 1 an et 5 jours, c'est l'évêque qui décide qu'on va ouvrir la tombe pour exhumer le corps, pour avoir une explication à ces miracles. Et on découvre d'abord, lorsqu'on ouvre la tombe, qu'il y a une odeur de rose qui jaillit du corps. Et on regarde le corps d'Olaf et on voit qu'il a encore les joues rouges. Ses cheveux, ses ongles, sa barbe avaient continué de pousser comme s'il avait été vivant tout le long. Et c'était clair pour eux qu'il était un homme saint et il est donc canonisé par l'évêque ce jour-là. Peu après, une église chrétienne voit le jour à l'emplacement du tombeau de Saint Olaf. Je suis loin de me douter du destin grandiose qui attend cet édifice et du rôle qu'il va jouer dans mon histoire. Tout commence avec la construction d'une petite chapelle en bois. Un monument des plus modestes qui va rapidement évoluer. Une chapelle en bois qui va devenir une église en pierre en 1070, 40 ans après la mort de Saint Olaf, qui est, lorsqu'elle est terminée, cette église, déjà l'édifice en pierre le plus grand de Scandinavie, mais qui faisait seulement la moitié de la superficie de la cathédrale actuelle. Olaf est désormais le saint patron de la Norvège, et de nombreux chrétiens sont prêts à parcourir un long chemin pour venir lui rendre hommage sur Méter. Grâce à leur ferveur, je deviens le plus grand lieu de pèlerinage d'Europe du Nord. Certains pèlerins viennent par la côte en bateau. Il y avait aussi des routes qui traversaient le pays, des routes qui passaient par Oslo et par la montagne, par Dovre, pour arriver jusqu'ici, et aussi des routes qui venaient de Suède, qui arrivaient à Trondheim par le nord. Certaines de ces routes existent même encore et sont encore aujourd'hui employées par des pèlerins qui veulent aller jusqu'à Trondheim. Moi, Nidaros, je deviens le haut lieu de la chrétienté en Norvège. Et en 1152, le pape me promeut au rang d'archevêché. Quelques années plus tard, l'un des personnages les plus célèbres de mon histoire fait son apparition, l'archevêque Øystein Erlandsson. Après avoir été consacré à Rome, Øystein Erlandsson
tente de renforcer les liens entre la papauté et l'Église de Norvège. Il s'emploie également à diffuser le culte de Saint Olaf partout en Europe et entreprend de grands travaux d'agrandissement de mon Église. Elle va ainsi se transformer en une cathédrale digne des plus beaux édifices de l'époque et devenir le lieu du sacre des rois. Le transept de la cathédrale est la partie la plus ancienne actuelle, et c'est une partie qui est entièrement en style roman, caractérisée par des arcs en plein cintre, avec des parois très épais et une construction en fait très massive. Un détail sur le transept, c'est qu'on reconnaît ces motifs en chevron, ces motifs en zigzag autour de certaines arches à l'intérieur et à l'extérieur de la cathédrale, typiques du style normand. En 1180, suite à une guerre civile, Øystein Erlandsson est contraint de s'exiler en Angleterre. À la même période, un nouveau courant architectural succède peu à peu au style roman en Europe occidentale, l'art gothique. L'archevêque de Nidaros découvre avec admiration les nombreuses innovations techniques qui donnent vie à des édifices imposants et vertigineux. Et lorsqu'il revient, tout à coup on voit l'apparition de ce style gothique et on pense donc qu'il a été inspiré par les cathédrales qu'il a vues là-bas. Et c'est clair qu'il y a eu un groupe d'artisans et d'ouvriers venus d'Angleterre probablement pour travailler sur la cathédrale ici à Trondheim à l'époque. Dans les années qui suivent, débute la construction de l'octogone, du chœur et de la nef. L'édifice s'agrandit, gagne en hauteur et se remplit de statues et de vitraux. Les arcs brisés, typiques du style gothique, se multiplient sur les épais murs de pierre. Mais vers la fin de la construction de la cathédrale, au XIIIe et jusqu'au début du XIVe siècle, on voit un changement. Et c'est à ce moment-là qu'est construite la façade ouest de la cathédrale, la façade principale avec toutes les statues, où on a trouvé des traces d'une grande rose, telle qu'on a sur la cathédrale actuellement. Même après la mort du célèbre Øystein Erlandsson, l'archevêque reste l'une de mes figures les plus influentes. Sa résidence, construite au sud de la cathédrale, devient ainsi une véritable ville dans la ville. De nombreux travailleurs s'y côtoient et produisent notamment du beurre, de la farine, des peaux ou des fourrures. Les résidents y mènent une vie confortable, égayée par des réceptions et de fastueux banquets. En 1922, le roi accorde même à l'archevêque le privilège de battre sa propre monnaie, preuve que son palais est devenu un important centre économique. Cette activité florissante accélère mon développement et fait de moi une cité rayonnante au Moyen-Âge. Par le pèlerinage qui a lieu au Moyen-Âge, qui attirait des pèlerins de toute l'Europe, et par les artisans, les ouvriers qui travaillaient sur la cathédrale, qui venaient aussi d'Angleterre ou de France, on se retrouve avec une ville de Nidaros au Moyen-Âge qui devait être extrêmement multiculturelle et qui faisait une société aussi très vivante. Au début du Moyen-Âge, la ville se développe le long de la rivière, du côté de la cathédrale, du côté de la péninsule surtout. C'est donc une activité commerciale très importante avec des artisans et aussi avec un commerce vers l'Europe à travers le port. Mais c'est autour de ce commerce en fait que se développe la ville qui devient de plus en plus grande, qui reste une ville modeste tout de même et qui compte à peu près 3000 habitants.
Ville prospère et puissante, je suis l'objet de toutes les convoitises et me retrouve malgré moi au milieu des conflits qui agitent la Norvège. À cette époque, la Norvège connaît une guerre civile. Plusieurs prétendants au trône s'affrontent. L'Église s'allie avec certains seigneurs, puis avec d'autres. C'est une période vraiment chaotique, qui dure près de 100 ans, pendant la majeure partie du XIIe siècle. Au cours de cette guerre civile, le roi Sverre Sigurdsson fonde une nouvelle dynastie. L'histoire de Sverre Sigurdsson est une incroyable épopée. Après avoir passé son enfance loin du royaume, il apprend par sa mère qu'il serait en réalité le fils d'un roi. Plein d'ambition, il décide de revendiquer le trône de Norvège. Mais le pouvoir est alors entre les mains du jeune Magnus V et de son régent. Ils ont avec eux de nombreux partisans que l'on surnomme les Baglers. Parmi eux figure notamment le puissant archevêque de Nidaros. Pour les affronter, Sverre Sigurdsson doit donc rassembler des alliés. Sverre Sigurdsson doit se battre pendant plusieurs années avant de devenir roi. Il s'allie avec un groupe de rebelles appelés les Birkebeiner, ce qui signifie jambières de bouleau, car ils sont parfois forcés de recouvrir leurs pieds d'écorce en guise de chaussures. Mes terres sont le théâtre de nombreux affrontements entre Baglers et Birkebeiners. Lors de la bataille de Kalvskinnet, Sverre Sigurdsson remporte une grande victoire sur ses adversaires. En 1184, il devient roi de Norvège, mais doit encore faire face à de nombreux ennemis. Pour consolider son pouvoir, il fait bâtir plusieurs forteresses à travers le pays. Le roi Sverre fait bâtir un château à l'extérieur de la ville, le Sverresborg. Il se situe sur un promontoire rocheux et est stratégiquement placé en dehors de la ville, à quelques kilomètres au sud. À l'intérieur de cette forteresse en pierre, il fait construire plusieurs maisons en bois, mais aussi une grande salle où sont organisées les festivités. L'édifice comporte également la chambre du roi, ainsi qu'une pièce réservée à l'armée. Le Sverresborg subit de multiples attaques dans les années suivant sa construction. Au cours de l'une d'elles, la forteresse finit par tomber et de nombreuses personnes sont tuées. Les querelles intestines et les batailles sanglantes n'entachent guère ma réputation. Durant la première moitié du Moyen-Âge, je demeure la cité des rois, et mon nom est connu de tous. Mais mon prestige est bientôt menacé par l'éclat d'une autre ville qui usurpe ma place de capitale en 1217, Bergen. Plus proche de l'Europe, ma rivale jouit d'une position stratégique et devient le principal port de commerce du royaume. Ce déclassement n'est que le début d'un long déclin. L'avenir me réserve des heures sombres. En 1349, un événement dramatique a lieu. La Norvège est frappée par la peste noire. Environ 70% des habitants de Nidaros meurent des suites de cette maladie. L'archevêque de l'époque fonde un hôpital vers 1350, mais cet établissement n'est pas en mesure d'accueillir et de soigner tous les malades. En parallèle, un changement climatique important se produit au XIVe siècle. On passe d'un climat relativement doux à des températures extrêmement rigoureuses. D'après certains historiens, la Norvège a été particulièrement touchée par la peste noire
sans doute à cause du climat et des conditions de vie difficiles qui ont fragilisé la population. L'été 1349 a dû être vraiment terrible pour les habitants de Nidaros. La peste noire décime ma population. Jeunes ou anciens, paysans ou aristocrates, personne n'est épargné. Au sortir de cette terrible épreuve, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Des témoignages me décrivent comme un simple village où il ne resterait que quelques centaines d'habitants. Entièrement dévastée et incapable de se relever, la Norvège est rapidement annexée au royaume du Danemark, qui fait tout pour renforcer son pouvoir. Au XVIe siècle, le roi Christian III souhaite retirer leur indépendance aux Norvégiens et tente de réduire notre pays à une province de son royaume. C'est aussi à cette époque que l'on cesse progressivement de m'appeler Nidaros pour employer un autre nom. Je deviens Trondheim. Mais ce terme norvégien qui évoque ma région est rapidement modifié par les Danois. Pour asseoir leur emprise sur mon territoire, ils l'affublent d'une orthographe typique de leur langue. Le roi danois, Christian III, souhaite également imposer la réforme protestante qui connaît alors un grand succès en Europe. Portée par des théologiens tels que Martin Luther, elle dénonce une église catholique corrompue et prône un retour aux sources du christianisme. Pour les princes d'Europe, la réforme est l'occasion de s'émanciper de l'autorité du pape et de renforcer leur pouvoir. Christian III désire faire du luthéranisme la seule religion officielle et envoie des prédicateurs un peu partout en Norvège. Pour ma part, je leur réserve un accueil des plus hostiles. À Trondheim, la réforme protestante est loin d'être un mouvement populaire. Les paroisses de la région ne voient pas du tout d'un bon œil l'arrivée des prédicateurs qui diffusent des croyances très différentes des leurs. Les membres des communautés religieuses locales se mobilisent. Ils écrivent des lettres de plainte et appellent à l'aide l'archevêque de Nidaros. Ils le supplient d'empêcher les protestants de s'en prendre aux traditions catholiques et d'imposer de nouvelles pratiques. La situation ne cesse d'empirer. En 1531, la cathédrale de Nidaros, ce splendide monument qui fait ma fierté et ma renommée, est ravagée par le feu. L'incendie est accidentel, mais les terribles dégâts font écho au déclin de l'Église catholique en Norvège. En fait, c'est seulement quelques parties de la cathédrale qui survivent, le transept notamment. Et avec l'arrivée de la réforme, il n'y avait aucune volonté, il n'y avait pas d'argent pour reconstruire cette cathédrale, qui était donc un symbole de l'archevêché de la période catholique. Et la fonction de la cathédrale change également. Elle devient une église paroissiale pour la population locale et perd donc son rôle de symbole national. Peu après, en 1537, l'archevêque de Nidaros est forcé de fuir et des soldats sont envoyés pour capturer les derniers catholiques. Ce conflit religieux marque la fin du Moyen-Âge et le début d'une nouvelle ère. Le roi danois confisque tous les biens de l'Église, dont le palais de l'archevêque. Ce dernier devient alors le domaine du bailli, le représentant du roi qui me gouverne en son nom. Il a notamment pour mission de récolter les impôts des paysans, qui se rendent chaque automne au palais pour payer leurs dus. L'opération dure parfois plusieurs jours, tant la foule qui se presse devant les portes est nombreuse. Au XVIe et XVIIe siècle, la Norvège traverse une période chaotique. Elle se retrouve au milieu des guerres que se livrent Danois et Suédois qui annexent à tour de rôle des portions de son territoire. Ballottée d'un royaume à l'autre, je ne suis plus en mesure de contrôler mon destin. Même durant les rares périodes de paix, mes habitants vivent dans la peur constante d'un nouveau conflit.
Cette période de guerre entraîne l'édification de nombreuses fortifications. Dans les années 1660, débute la construction du fort de Munkholmen sur une petite île qui abritait une abbaye au Moyen-Âge. Le nouveau bâtiment sert avant tout de forteresse, mais quelques années plus tard, il devient également une prison. C'est un endroit assez commode pour garder des détenus, puisque de nombreux soldats sont postés sur l'île. Le fort de Munkholmen vient donc renforcer mes défenses, mais il ne peut rien contre les éléments. Alors que sa construction s'achève, de nouveaux incendies me frappent. L'un d'eux, en 1681, est particulièrement dévastateur. Le feu se propage rapidement parmi les bâtiments en bois, sous les yeux de la population impuissante. J'en ressors presque intégralement détruite. Les dégâts sont terribles, mais la ville parvient à se relever, encore et encore. À chaque fois, elle finit par se remettre sur pied, et après l'incendie de 1681, Trondheim est reconstruite dans un style baroque qu'on a conservé aujourd'hui. Les plans sont dessinés par un général luxembourgeois, et on y retrouve une inspiration française. C'est à l'ingénieur et militaire Johann Caspar von Sissignon qu'est confiée la lourde tâche de me reconstruire. Envoyé en 1681 par le roi de Danemark et de Norvège, il dessine un nouveau plan qui se superpose à l'ancienne structure médiévale. Lorsque Sissignon réalise le tracé de la ville, il fait en sorte d'élargir considérablement les rues. De cette manière, le feu se propage plus difficilement en cas d'incendie. C'est un changement très important. Donc en plus de dessiner le plan de la ville, il dessinait aussi les plans pour une forteresse, la forteresse de Kristianstern, qui trône encore aujourd'hui au-dessus de la ville à l'est et qui est censée défendre la ville contre une attaque venue de l'Est, de Suède. On rappelle qu'on est en union avec le Danemark encore à l'époque, et que c'est donc la Suède qui est l'ennemi principal. La forteresse a servi durant un siège suédois en 1718, donc seulement 40 ans après son édification, et avec succès, puisque les Suédois sont finalement forcés à se retirer. Tandis que les guerres se succèdent entre les puissances scandinaves, le palais de l'archevêque est réquisitionné par l'armée. Les bâtiments changent de visage et de fonction. On y trouve un important stock d'armes et de poudre, mais aussi un entrepôt à grains et une boulangerie où l'on cuit du pain pour tous les soldats du centre de la Norvège. C'est aussi là que l'on met à l'abri le trésor royal, gardé nuit et jour par une sentinelle. À partir du XVIIe siècle, je me décide enfin à prendre un nouveau virage. En misant sur mon port et sur mon activité commerciale, j'amorce une période de prospérité économique. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, la Norvège prend de plus en plus part au commerce international. Les marchands européens commencent à s'intéresser à certaines ressources du pays. Ces ressources proviennent des campagnes, mais sont amenées en ville. Le roi ordonne en effet que le commerce s'effectue uniquement au sein des cités. Les marchands entreposent leurs produits, poissons, bois de construction ou cuivre, dans de vastes bâtiments en bois situés sur le port ou le long de la Nidelva. Ces échanges commerciaux ont un impact considérable sur la cité, notamment au niveau social. De nouveaux individus arrivent à Trondheim. Il s'agit de riches marchands qui s'installent en ville pour vendre leurs produits et qui accroissent encore davantage leur fortune grâce à l'essor du commerce. On peut dire qu'ils forment un nouveau groupe, une nouvelle classe qui est au sommet de l'échelle sociale.
Ma nouvelle prospérité fait naître des initiatives et attire de plus en plus les intellectuels du pays. En 1760, la première société savante norvégienne est ainsi fondée par Johan Ernst Gunnerus, Gerhard Schroning et Peter Fredrik Sohm. Cette association d'érudits mène des recherches sur de nombreux sujets, histoire, philosophie ou sciences de la nature, et travaille également sur des projets plus concrets, comme l'amélioration des conditions de travail des paysans. Ils cherchent à promouvoir les sciences et la productivité pour rendre les travailleurs plus efficaces. Quelques années plus tard, en 1767, cette société savante est placée sous la protection du roi et devient la Société royale des lettres et des sciences de Norvège, qui existe encore aujourd'hui. Cette période de progrès économique, intellectuel et scientifique a un impact sur mon architecture, qui entend refléter ces avancées. L'ambition et la créativité de mes bâtisseurs donnent ainsi naissance à un nouveau type d'édifice, le palais en bois. L'exemple le plus monumental de ces palais en bois, c'est Stiftsgården, la maison du comté, et qui est vraiment un palais monumental en style baroque avec des éléments du style rocaille et du néoclassique, en forme de U qui encadre un beau parc vers l'arrière-cour, mais avec une façade donc très monumentale vers la rue principale, la rue des Moines, Munkegarten, face à la ville. La ville de Trondheim grandit de plus en plus à travers le 19e et 20e siècle, c'est-à-dire aussi une expansion de nouvelles architectures, de nouveaux styles qui sont employés pour construire les nouveaux immeubles qui sont rajoutés à cette structure, une structure qui avait été déjà définie par le plan de Sisignon. L'identité de mes quartiers se dessine progressivement. Dans le centre-ville, sur les grandes avenues principales, d'imposants bâtiments voient le jour pour accueillir diverses institutions. Pour accéder à l'autre rive de la Nidelva, mes habitants peuvent emprunter un pont aussi flamboyant qu'atypique, le Gamle Bybro. Doté d'un superbe décor en bois rouge, il mène au petit quartier de Bakklandet, où des maisons en bois coloré s'entassent le long des rues étroites et animées. Elles abritent une communauté diverse, composée de pêcheurs, de commerçants et d'ouvriers. En 1814, la domination danoise prend fin en Norvège. Débute alors un long chemin semé d'embûches vers l'indépendance. Le pays est en pleine transition et l'un des premiers changements majeurs me concerne. La cathédrale de Nidaros, délaissée depuis si longtemps, redevient un lieu de couronnement. Suite à cette décision, de grands travaux sont entrepris pour rendre au monument délabré sa splendeur d'autrefois. Ils vont durer plus de 100 ans. Il faut attendre le 26 octobre 1905 pour que la Norvège devienne officiellement un État à part entière, l'un des plus jeunes d'Europe. C'est un événement historique que mes habitants vont célébrer comme il se doit. Après l'indépendance, Trondheim devient le centre de toutes les réjouissances. Pas en 1905, mais en 1906. Car le roi et la reine de Norvège indépendante sont couronnés dans la cathédrale de Nidaros pour la première fois depuis le Moyen-Âge. Le couronnement est célébré un peu partout et de nombreux événements sont organisés.
Le couple royal voyage jusqu'à Trondheim et s'arrête dans chaque ville et chaque village pour participer aux festivités. Cet épisode relance le développement et l'économie de Trondheim. À ce moment-là, la Norvège est en train de forger son identité de nation. Parmi les personnes qui participent à ce processus, beaucoup veulent se débarrasser de l'influence danoise qu'on retrouve désormais dans la langue norvégienne ou dans les noms de villes, par exemple. Ils en viennent à évoquer le cas de Trondheim, ou Trondheim, le nom danois de la ville à l'époque. Une résolution est alors votée au Parlement et stipule que la ville doit reprendre son nom médiéval, Nidaros. Cette décision est très mal reçue à Trondheim. La population et les hommes politiques de la ville protestent avec vigueur contre le choix des parlementaires et de nombreux débats ont lieu. Ils finissent par trouver un compromis et optent pour le nom qui désigne la ville aujourd'hui. Trondheim devient Trondheim. Le nom reste le même, mais retrouve son orthographe norvégienne. Alors que j'affirme mon identité, je suis loin de me douter que de nouvelles tragédies m'attendent. 9 avril 1940. La Seconde Guerre mondiale déchire l'Europe. L'armée d'Adolf Hitler lance l'opération Weserübung et débarque en Norvège sans que rien ni personne ne puisse l'arrêter. Dès le premier jour, je passe sous occupation allemande. Les nazis ont pour moi de grands projets. Ils entendent me transformer en une base militaire et construisent de nombreuses infrastructures. Pendant l'occupation allemande, il y a une série de grands projets d'infrastructures qui sont construits dans Trondheim et dans les alentours, entre autres des aéroports, et aussi la base de sous-marins Dora, qui se trouve sur le port de Trondheim, qui est une immense construction en béton, qui était une des bases principales pour les sous-marins durant la guerre. Alors que d'innombrables chantiers voient le jour sur mes terres, la résistance s'organise. Le doyen de la cathédrale, Arne Fjellbu, ne cache pas son opposition au nouveau régime pro-nazi. Ses actes de rébellion lui valent d'être révoqué de ses fonctions le 19 février 1942. Quelques jours plus tard, tous les évêques de l'Église de Norvège démissionnent en signe de protestation. Chassé de son diocèse, Arne Fjellbu est finalement contraint de se réfugier en Suède. Dans son journal secret, il raconte l'occupation, la peur constante qui anime les résistants et les terribles déportations qui se multiplient. L'Holocauste fait énormément de victimes au sein de la communauté juive de Trondheim. Environ la moitié parvient à fuir le pays et à se réfugier en Suède avant que les déportations ne débutent. L'autre moitié est tuée à Auschwitz pour la plupart, mais également ici lors d'exécutions sommaires. Le 8 mai 1945, les nazis sont vaincus. La Norvège est à nouveau un pays libre et mes habitants vont pouvoir reprendre le cours de leur vie. Mais malgré la joie de voir le conflit prendre fin, l'après-guerre s'annonce difficile à gérer. À leur retour, une bien mauvaise surprise attend les Juifs survivants. Une loi est votée après 1945 et stipule que tous ceux qui possédaient des entreprises et qui les ont perdues au cours de la guerre, peu importe leur identité ou ce qu'ils ont enduré, doivent prouver qu'ils disposent d'un capital suffisant pour reprendre leurs affaires comme avant. Le problème, c'est que beaucoup de gens n'ont plus rien. La moitié de leur communauté a été tuée pendant l'Holocauste. Et il est extrêmement difficile pour eux d'emprunter de l'argent à qui que ce soit, étant donné que tout le monde est ruiné.
Le passage des nazis est une blessure qui ne guérira jamais tout à fait et dont je porte encore les cicatrices. Même après leur départ, certaines de leurs constructions subsistent. Mais plutôt que de détruire des infrastructures potentiellement utiles, les autorités qui me gouvernent décident de se les réapproprier. La base Dora sert aujourd'hui d'archive. C'est un bâtiment qui est très bien adapté pour protéger des documents précieux. Ensuite, pour les aéroports, ils ont servi après la guerre comme infrastructure civile. Entre autres, l'aéroport de Værnes, l'aéroport de Trondheim, est à l'origine en fait un aéroport qui a été commencé par les Allemands, mais qui est donc l'aéroport principal de la région actuellement. La réappropriation d'anciens bâtiments est devenue ma marque de fabrique. Les grands entrepôts installés sur les quais ont été totalement rénovés et accueillent aujourd'hui des bureaux ou des restaurants. Mon patrimoine historique a été préservé par les autorités et a permis au tourisme de se développer. Chaque année, des visiteurs du monde entier arpentent mes rues et admirent l'impressionnante cathédrale ou les maisons en bois traditionnelles. Si je porte mon héritage avec fierté, je vis désormais avec mon temps. Depuis la création de ma première société savante, mon goût pour les sciences et la technologie s'est considérablement développé. Ville étudiante, je possède l'une des universités les plus réputées du pays, où sont formés de brillants chercheurs et ingénieurs. Je suis également dotée d'un réseau de transport efficace, comprenant plusieurs lignes de train, de ferry ou de bus. Je peux d'ailleurs me vanter de posséder la ligne de tram la plus septentrionale au monde, la Grakelbanen. Durant ces dernières décennies, de nombreux bâtiments modernes ont fleuri un peu partout et se mêlent aux vieux édifices dans un mélange détonnant. La ville de Trondheim actuellement est donc composée d'un beau mélange de style et d'architecture. C'est presque comme une tapisserie en fait. Lorsqu'on voit la ville d'en haut, on trouve souvent des bâtiments beaucoup plus récents que le quartier autour, dans la plupart des zones de la ville. Mes habitants apprécient de vivre dans une ville à la fois historique et moderne, mais ils peuvent aussi profiter de merveilleux paysages et s'offrir de longues promenades au cœur des forêts ou sur les côtes escarpées de mon fjord. Ce lien avec la nature est précieux et j'ai bien l'intention de tout faire pour qu'il perdure. L'un de mes plus grands défis pour l'avenir, devenir une ville durable et promouvoir un mode de vie éco-responsable. Certains projets ont d'ores et déjà été mis en œuvre. Dans le quartier de la gare se situe le Powerhouse Bratorkaya, le plus grand bâtiment à énergie positive du pays. Avec ses 3000 m² de panneaux solaires, il produit bien plus d'électricité qu'il n'en consomme et est capable de fournir une énergie propre et renouvelable à de nombreuses infrastructures. Le futur dans la ville est dans la construction de nouveaux quartiers à l'extérieur du centre, notamment le quartier autour de la gare, qui est en développement un peu comme un seaside, un seafront vers le fjord, un peu sur le modèle d'Oslo en fait. Et il y a de nouveau aussi un quartier industriel dans le nord-est qui s'appelle Nyhavna, qui est une zone industrielle en fonction encore aujourd'hui, mais qui va être englobée dans la ville qui grandit dans les années futures. Le quartier de Nyhavna est au cœur de toutes les discussions qui concernent mon avenir. Il est question d'installer un espace public dans cette zone proche de la mer qui serait pleinement intégré au centre-ville. Certaines innovations technologiques et écologiques pourraient également y être testées. Car pour éviter les catastrophes et faire face aux conséquences du réchauffement climatique, je vais devoir me montrer inventive. En tant que ville côtière, j'ai déjà vécu de désastreuses inondations et la situation pourrait bien empirer dans les années à venir. L'élévation du niveau de la mer ou l'augmentation des précipitations sont des menaces que je dois prendre au sérieux.
À quoi ressemblerai-je en 2050? Je ne peux qu'émettre des hypothèses. Ma population aura sans doute augmenté et mes habitants seront encouragés à vivre dans les quartiers centraux. Ces derniers seront mes principaux atouts et offriront un savant mélange d'architecture moderne et traditionnelle. Les logements y seront plus nombreux et toutes sortes de manifestations culturelles y seront fréquemment organisées. Évidemment, je compte tout mettre en œuvre pour conserver et valoriser mon patrimoine historique. Mais j'aspire aussi à devenir une ville saine et durable, où le vélo et la marche réduiront progressivement l'usage de la voiture et la pollution qui en découle. Une ville de technologie à la renommée internationale, qui aura su expérimenter avant beaucoup d'autres des projets audacieux pour préserver l'environnement et résister aux défis du changement climatique. Trondheim est une ville qui a toujours su s'adapter, avec une population qui est fière de son histoire et qui surmontera l'épreuve du futur.